Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, on jase de SARMs et de peptides avec Jean-François Tremblay. Jeff, c'est quelqu'un qui étudie les SARMs et les peptides depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, c'est certainement une bonne source d'informations qu'on a ici au Québec. Puis, je trouve ça important de parler de ces produits-là avec GF parce que, veut pas, de plus en plus de gens sont intéressés ou sont portés à utiliser les SARMs ou les peptides pour augmenter leur performance, augmenter leur masse musculaire, améliorer leur composition corporelle et aussi pour guérir certaines blessures. Puis je pense que rendu là, c'est consentement libre et éclairé. Si tu écoutes ce podcast-là, tu es un adulte, tu es capable de faire tes décisions, de prendre tes décisions par toi-même. Mais je pense que c'est important de juste donner l'information puis d'être le plus transparent possible avec ça. Comme ça, tu vas être en mesure de, si tu es intéressé à aller vers ces produits-là pour raison X, ben, au moins tu vas savoir comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes de chaque produit. Puis, c'est une discussion qui est très intéressante parce que si on prend juste le domaine des peptides, c'est fou de voir à quel point ça peut changer des trucs dans notre corps, nous rendre, nous amener à un autre niveau. Ça va jouer sur plusieurs aspects. Puis, c'est toujours intéressant à parler de ça avec GF parce que c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Alors, j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. All right, on va y aller comme ça. Merci, Jeff, de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. Écoute, Jeff, moi, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux, mais on a souvent échangé ensemble. On s'était rencontrés en 2017. Tu étais venu à Jonquière. 2017 ou 2018, tu étais venu à Jonquière au centre Mio-Format avec, on était Louis Gagné, Pascal Lapointe et moi, puis on avait eu une mini-formation avec Un toi et tout petit ça. groupe. Ouais, on était un petit groupe. Fait que si jamais, Jeff, je pense que tu viens du Saguenay. Hein? C'est-tu originaire de la Ouais, région? de Chicoutimi, ouais. De Chicoutimi, OK, parfait. Ouais, je suis un Fait bleuet. que, OK. Fait que si tu peux nous expliquer un peu ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie présentement, Jeff, là, c'est sûr que on OK, pourrait en ben, mon parler longtemps, mais parcours. vas-y. OK, mon premier bac, c'est en kinésiologie, kinanthropologie à Ottawa. OK. OK. Après ça, de là encore, là, je sautais des étapes. Après ça, je suis allé en pharmacie à l'Université de Montréal. Euh, Pendant que je faisais mes études de pharmacie, ben, je travaillais quand même. Mon premier travail, c'était dans un gym. Euh, Fait kinésiologue étudiant en pharmacie, ça m'a rendu très populaire très rapidement Ah, c'est clair. à l'époque. Ce qui m'a permis de rencontrer, bon, de commencer à consulter avec des gens, puis tout ça, puis de me faire un petit nom là-dedans, là, si on peut dire. Euh, Après ça, plusieurs années après, finalement, j'ai fait une maîtrise, mais en pharmacologie. Ce qui fait de moi maintenant pas un pharmacien, mais un pharmacologue. OK. Ça, j'ai en 2007. Puis voilà, ça c'est mon parcours académique. Parcours professionnel, ben, ça a toujours été une sorte de mélange. Entraînement, là, j'en fais plus de consultation, ça fait longtemps. Mais Mhm. pendant longtemps, oui, j'entraînais des gens, puis mes connaissances en pharmacologie étaient accessoires, si on peut dire, ça, Ouais. avec tout ce que ça implique là, dans le monde du sport. Ouais. Sauf que il y a au début 2000 dans ce coin-là. Je me rappelle plus si c'était un petit peu avant du 99. En tout cas, dans une revue française, Science et Vie, j'avais lu un article où il parlait d'un peptide qui était un analogue du MSH, qui est l'hormone qui nous fait
MSH, Melatonin Stimulating Hormone. Quand tu prends du soleil, cette hormone-là est stimulée, puis provoque la sécrétion de la mélanine qui donne le bronzage. Moi, j'étais blanc comme un drap. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai même trouvé aux États-Unis une compagnie. Puis je me demande encore aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, comment on faisait pour trouver des affaires. Ouais. J'avais trouvé une compagnie aux États-Unis qui en fabriquait, mais qui aurait pu en fabriquer, mais ça serait revenu comme à 1 000 $ par jour, là, la thérapie. Mais ça a vraiment piqué mon intérêt. D'abord, j'ai suivi la progression les études qui ont été faites sur ce peptide-là. Ça m'a énormément intéressé. Presque dans la même époque, les sécrétagogues d'hormones de croissance, des peptides qui provoquent ta sécrétion de ta propre hormone de croissance, sont arrivés sur le marché. Ça fait que ça m'a intéressé énormément aussi. Puis voilà. Puis à l'époque, ben, c'était facile d'être un expert en peptides, parce qu'il y en avait juste 4-5. Ouais. Aujourd'hui, il y en a un peu plus là. Ouais. Mais c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ça a commencé d'abord, moi, par intérêt personnel. Ça m'intéressait pour moi. Puis ensuite, comment certains peptides pouvaient être utilisés avec les athlètes ou en général. Parce qu'en réalité, mon intérêt, même en kinésiologie, ça n'a jamais été vraiment le sport. Je ne suis pas sportif, je fais aucun sport, je ne regarde pas les Olympiques. Mais l'activité physique m'a toujours intéressé comme mode de santé, pour être en santé. Puis de là aussi, la nutrition, tout ce qui vient autour de ça. Là. Mhm. Supplémentation à tous les niveaux. Donc, voilà. Je sais que c'est un peu comme ça que ça a commencé là, il y a plusieurs OK. années. OK. Puis, tu sais, justement, on va en parler un petit peu plus, là, on va commencer avec les peptides parce que c'est un sujet qui est, en tout cas, c'est très complexe, là, le monde des peptides. Mm. Puis, comme tu parlais tantôt, il y a plusieurs personnes qui s'improvisent experts aussi. Ça, c'est comme dans n'importe quel domaine. Mais, ouais, vas-y, je te vois Écoute, hésiter un peu. il y en a qui connaissent bien ça aussi. Là. Je ne veux Ouais, pas ouais, les ouais, dire. ouais, Je pense que je carrément, suis le ouais. seul. Là. Ouais. Surtout je dirais, dans les 2, peut-être 3 dernières années, c'est devenu beaucoup populaire. On Mhm. est un petit peu en retard sur les États-Unis, mais maintenant aux États-Unis, il y a énormément de cliniques médicales, de médecins, dépendamment des États. Il y a des États où ils ne peuvent OK. pas, mais il y en a que oui. C'est devenu presque mainstream aux États-Unis maintenant. Ah ouais. Ça grossit, ça grossit. Il y a 3 ans, souvent, non, les gens ne savaient pas, même les médecins, tout ça, là, mais ça grossit énormément. Puis pourquoi l'intérêt? C'est parce que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Puis, ce n'est pas des médicaments. Donc, Mhm. je sais pas, pour les gens qui écoutent, s'ils ne savent pas, les peptides, finalement, c'est une petite chaîne d'acides aminés. OK, si on prend une protéine, qu'on on la digère en un polypeptide. Puis ce polypeptide-là est dégradé en plusieurs chaînes de peptides, toutes différentes, dépendamment de ce que tu as mangé. Puis cette chaîne de peptides-là, finalement, est brisée en son composant de base, qui est l'acide aminé. OK. C'est un peu comme les hydrates de carbone sont décomposés en glucose. Ben, Mhm. les protéines sont décomposées en acides aminés. Sauf que ces chaînes-là d'acides aminés, ça peut être 2 acides aminés officiellement, c'est jusqu'à 50 pour que ça soit classifié comme peptide. Ben, OK. on les produit naturellement dans le corps, soit Mhm. dans des organes, dans les cellules, puis ils ont des effets physiologiques très importants. Puis souvent même dramatique, impressionnant quand c'est utilisé. Par exemple, le peptide pour bronzer, c'est une petite modification qu'ils ont fait au peptide qu'on produit nous-mêmes. Puis, littéralement, oui, tu bronzes de la même manière que quand tu vas au soleil sans aller au soleil. Euh, Puis, de fait, j'ai vu des cas, moi inclus, où si tu en prends trop, ben, je me suis fait Ouais. demander 2 fois, une fois, j'étais sur une plage là, au mois d'août, si je venais des Indes, tellement Ah j'étais ouais. foncé. J'étais le plus foncé sur toute la plage.
Euh, donc, c'est très puissant comme molécule. Mais ce que j'ai aimé depuis le début avec ces molécules-là, puis ça, c'est encore un petit crochet que les médecins ont encore, c'est qu'ils n'ont pas vraiment, à part quelques exceptions, ils n'ont pas vraiment d'effets secondaires. Euh, Parce que ce pas des médicaments, ça qui ne forcent pas leur action. Ben oui, si tu prends le mélanotane, ben oui, tu vas bronzer. Mais il y a on va en parler tout à l'heure, surtout dans le domaine sportif, il y a des peptides réparateurs de tissus, mais qui ont plusieurs activités, par exemple. Mais ils ne forcent pas leur activité, ce qui fait qu'ils vont agir où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire. Tu vois, OK. tandis qu'un médicament, ça force. Un bon exemple, ça serait un médicament pour l'hypertension. Si tu fais de l'hypertension, tu prends le médicament, ta tension va baisser. Mais si tu ne fais pas d'hypertension, puis tu prends le médicament, ben, Attends. ta tension va baisser quand même. Puis là, elle va être OK. trop basse. Tu vois, le médicament va forcer son action, que tu en aies besoin ou pas. Tandis que le peptide, non. Si tu prends un peptide en général pour une condition ou pour ce que tu veux, puis euh, ça va d'abord, l'effet va se produire uniquement dans le muscle, dans l'os, dans le ligament, pour être spécifique avec certains, là, Mhm. où c'est nécessaire, ça n'affectera pas les autres. Tu ne feras pas de hyper, tu sais, ton tendon ne deviendra pas, les autres tendons ne deviendront pas plus gros Ouais. parce que le peptide est là. Non, il va travailler uniquement où il y a une demande, OK. ce qui a un énorme, énorme avantage. Ah, exactement. Tu sais, si on résume un peu, là, quand tu dis qu'il faut 50 acides aminés pour créer un peptide. C'est que techniquement, en réalité, il y en a qui sont plus gros que ça, là, mais par définition, bon, c'est jusqu'à 50 acides aminés. OK. L'hormone de croissance, c'est une chaîne d'acides aminés, mais il y en a 191. Donc, c'est OK. classé comme une petite protéine. L'insuline aussi, c'est techniquement un peptide. Mais Hmm. parce qu'il y a plus que 50 acides aminés, c'est classé comme petite protéine. Mais c'est Ah, une chaîne linéaire d'acides aminés. Bon, qui se replie un petit peu, là, mais c'est une OK. technicalité. OK. Parfait. Puis, si tu rentres, tu sais, on parlait tantôt des peptides pour réparation là, au niveau des tissus, puis je pense qu'il y en a des populaires dans cette catégorie-là. Là. Je Ouais, pense que. c'est aussi dans les premiers peptides qui sont apparus sur les marchés gris, là, si on peut dire, parce que c'était pas Ouais. légal ni illégal. Euh, il y en a un qui est le thymosin bêta-4, qui est souvent connu comme TB500. Mhm. Mais TB500, c'est un nom commercial. C'est une des premières compagnies qui l'a mis sur le marché, puis ils ont appelé leur produit comme ça. OK. C'est comme appeler un réfrigérateur frigidaire. Ouais, c'est ça. TB500, c'est les frigidaires. OK. Le vrai nom, c'est thymosin bêta-4. Donc, comme OK. j'expliquais, on le produit naturellement. Le thymus produit une protéine qui s'appelle la thymosine. Puis, OK. ils ont extrait des fragments de cette protéine-là, par exemple. Ceux connus puis qui ont des activités qu'on utilise, il y a le thymosin alpha 1, il y a le thymosin bêta 4, mais aussi il existe le thymosin bêta 10, le thymosin bêta 15, mais ils ont des activités extrêmement spécifiques puis ils sont pratiquement jamais utilisés, là. OK. Donc, le thymosin bêta 4, on lui a découvert, ça, c'est une molécule qui est impressionnante dans ses activités parce qu'elle a plusieurs activités. Elle a une activité anti-inflammatoire, elle a une activité réparatrice de tissu, elle a une activité antifibrotique, donc là, on parle au niveau des cicatrisations, par exemple. Le fait que quand OK. tu l'utilises, il y a beaucoup moins de cicatrices. Puis à cause de ça, c'est utilisé beaucoup maintenant en chirurgie plastique. Ah ouais. Pas ici au Canada, là, mais dans d'autres pays. Mhm. Ce qui fait qu'il coupe, ouais, mais quand c'est utilisé, la cicatrisation est beaucoup plus rapide, d'abord à cause des autres activités, puis est beaucoup plus belle. Puis j'ai vu des cas
où il n'y avait aucune trace de cicatrice quand Ah ouais. c'était utilisé. Donc, ça a cette activité-là. Elle a des activités incroyables au niveau du muscle cardiaque aussi, au niveau dans des situations de post-ischémie cardiaque ou de crise cardiaque. Là, ça permet de remettre le cœur en shape très, très rapidement. Mais voilà, dans le domaine sportif, si on peut dire, c'est utilisé énormément. Pour ça, tu te brises un ligament. De fait, c'est un peu, tu sais, des fois, on regarde un athlète qui se brise, il se déchire, je sais pas moi, le bicep fémoral. LCA, Là. bicep fémoral, OK. Par exemple, ouais, un ligament dans le genou, puis là, tout le monde, ah, sa saison est finie. Ouais, puis il revient un mois après. Là. Ah ben ça, C'est c'est parce vrai, pareil. que ben, c'est Mais pas les athlètes seulement les professionnels. peptides. Non, c'est pas ça. Là. Pas juste ça, mais parce que souvent, ils ont une bonne alimentation, une bonne supplémentation. C'est des athlètes, fait que au niveau récupération, normalement, c'est quand même accéléré par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais il reste quand même que probablement que les athlètes ont accès plus facilement à ces produits-là Ben ou. oui, puis non, parce que sont bannis par la WADA. Donc, OK. euh, ce qui pour moi est ça prouve que ça marche. Ouais, c'est Parce ça. qu'ils ne bannissent pas de produits qui ne marchent pas. OK. Euh, ouais, mais oui, mais c'est utilisé, mais ils n'en parlent pas justement à cause de cette position-là face aux organismes sportifs, là, Ouais. euh, que c'est banni. C'est considéré comme élément dopant, pas pour son activité directe, mais pour son activité réparatrice indirecte, dans le sens que quand tu t'entraînes, ben, qu'est-ce que tu fais? Une partie de ce que tu fais, surtout si tu t'entraînes avec charge, c'est que tu causes des dommages au niveau de la fibre musculaire, ce qui demande un temps de récupération entre chaque entraînement. Maintenant, si tu utilises un produit comme ça qui répare les tissus, ben là, le tissu musculaire se répare plus rapidement. Donc, la période, la réponse ensuite positive là, après que tu as brisé le tissu, si on peut dire, où là, il se construit plus fort, ben, arrive avant. Donc, tu Ouais. réduis littéralement le temps que tu as besoin entre chaque entraînement. Tu ajoutes tout ça, ben, tu fais plus d'entraînement dans un temps donné, donc tu as Hmm. plus de résultats rapidement. Donc, c'est considéré dopant pour ça. C'est pour ça que Euh, tu parles d'indirect, dans le sens que ça augmente tellement exactement. la. OK. Voilà, Ouais. voilà. C'est pas anabolisant comme un Ouais. anabolisant. Là. Si tu le prends, c'est vraiment, mais tu vois la logique, non? Ouais, C'est ouais, comme ça exact. que c'est perçu. OK. Parce que Dans souvent, bah, vas-y, Jeff. OK, Fini. non, pour terminer, souvent aussi dans le cas des blessures sportives, tendons, ligaments, si un bon protocole est appliqué, ouais, souvent les gens me demandent ah, ça prend combien de temps pour telle blessure se répare? Moi, je ne sais pas. Mais je leur dis demande à ton médecin qui est probablement traitant, qui probablement il en a vu des centaines, sinon des milliers de la même type de blessure. Lui, il va le savoir. Il va te dire bon, ça, 8 semaines. Ça, c'est comme le temps, on va prendre ça 8 semaines comme exemple. Avec une bonne thérapie de peptides, on peut réduire ce temps-là à 3 semaines. Ah, c'est Donc, plus la une moitié, mettons. réparation complète, là, en un petit peu moins de la moitié du temps normal. C'est ça. Tu sais, tu donnais l'exemple des athlètes tantôt, là, c'est encore une zone grise parce qu'ils n'ont pas accès à ces produits-là puis c'est banni par leur fédération, mais on s'entend qu'il y a une méchante gang que tu vas revenir très, très, très rapidement des blessures. Puis ça, c'est dans n'importe quelle Mm. ligue ou fédération, quoi que ce soit. Fait que des fois, ils ont bien beau avoir une bonne génétique, une bonne nutrition, mais tu sais, Il y a quand quand même, même faut une limite. Il y a d'autres Ouais, facteurs. Mini parenthèse, là, moi je crois que, par exemple, s'ils font les peptides, ils font du sauna, surtout au ouais, niveau d'empêcher la perte de facultés musculaires autour, par exemple, c'est le genou, le quadriceps et tout ça. Maintenant, ce qui a déjà été populaire, c'est tombé, puis là, c'est revenu, c'est le blood flow restriction.
l'entraînement où tu contrains le retour veineux, là. Mhm. Ça crée un état de détresse. Le cerveau le perçoit comme un état de détresse, puis ils se sont rendus compte que tu fais un entraînement avec des charges ridicules, là, 5-10 livres pour tes biceps, puis tu as le même effet de gain musculaire qu'un entraînement avec une charge, pleine charge. Mhm. Donc, ça, c'est important parce que peut-être pas autant, mais maintenant, c'est à peu près 20 d'un entraînement. Là. Les bons entraîneurs d'équipe nationale, puis tout Ouais. ça, qui travaillent avec ça, c'est 20 du volume d'entraînement maintenant en blood flow restriction. Mais pour les athlètes blessés, c'est que là, le genou, ben, tu ne peux pas mettre une grosse charge dessus, mais dès qu'il commence à se réparer rapidement, oui, tu mets un petit 5 livres à la cheville avec le blood flow restriction, puis là, tu peux entraîner le muscle, puis tu as le même effet d'entraînement. Dans le pire des cas, au moins, tu empêches une perte de la masse musculaire. Donc, quand il est réparé, il recommence où ce qu'il avait laissé, au moins. Donc, c'est une combinaison de plusieurs thérapies ou stratégies comme ça qui font que rapidement, ils retournent au jeu, puis sont top, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis on sait pas, là, on jase de même sur un podcast, là, Mm. mais peut-être qu'il y a bien des athlètes qui récupèrent d'une blessure et qui n'ont pas utilisé ces produits-là aussi. Là, on parle de façon générale, tu sais. Ouais, il y a toujours C'est ça. le petit flocon de neige, là. Tu dis, bon. Ouais, 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 je comprends. Mais, fait que, tu sais, thymosin, bon, ça, c'est une catégorie de peptides. Le thymosin bêta-4, c'est lui le plus populaire puis versatile, là, mettons. Versatile, ouais. Ouais, Ouais. versatile, OK. OK. Puis après ça, ben, un autre qui était populaire, c'était le BPC 157. C'est son Ouais, nom voilà. générique ou c'est pas Oui, son. non, c'est que ben, le BPC 157, attends, ouais. C'est que lui, il vient aussi d'une protéine qui est produite par les parois de l'estomac, qui s'appelle le BPC. B pour Body Protection Compound. OK. Donc, c'est une sorte de facteur de protection pour tout le corps. Puis, dans ce cadre-là de protection, ce qu'il fait, c'est qu'il répare aussi, mais par d'autres mécanismes OK. biochimiques. Puis, une fraction, la fraction qui est vraiment active de cette protéine-là, c'est le BPC 157. Donc, qui est beaucoup plus petit, puis qui a des capacités réparatrices très impressionnantes. De fait, souvent, il y a des gens qui vont utiliser juste un ou juste l'autre, puis ils vont avoir des très bons résultats. Mais on s'est rendu compte rapidement que quand tu les combines ensemble, parce que là, tu travailles sous différents angles, si on peut dire, ben là, tu t'augmentes énormément cette capacité-là à réparer un tissu. Puis il y a une étude qui est sortie l'an dernier seulement. On s'est rendu compte, par exemple, parce qu'on ne comprend pas exactement comment ça répare. On sait, OK, ça stimule ça, mais comment ça stimule, on n'est pas sûr encore. Mais une des activités c'est pas juste à cause de ça, mais ils se sont rendus compte que le BPC 157 augmentait la réceptivité des récepteurs de l'hormone de croissance, qui en elle-même est réparatrice. Hmm. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait pour la même quantité d'hormones de croissance que tu produis naturellement. Tes récepteurs vont mieux prendre l'hormone de croissance. Donc, tu viens d'augmenter l'effet réparateur de l'hormone de croissance. OK. Tous les effets de l'hormone de croissance en général, Aussi. s'il y en a qui savent lire entre les lignes. Mhm. Donc, le BPC, c'est une des activités qu'il a. Il est angiogénique aussi, qu'on dit, c'est-à-dire qu'il produit où c'est nécessaire l'augmentation des vaisseaux sanguins qui sont nécessaires pour avoir un meilleur apport sanguin autour de la blessure. Donc, tout ce que tu as besoin ensuite pour la réparation se rend plus facilement. Puis ça, c'est un bon exemple. Le BPC 157 est très angiogénique, mais seulement et quand tu en as besoin. Si tu en prends pour augmenter ton VO2 max, par exemple, ça ne marchera pas. Tu vois comme d'autres produits que oui, ça va l'augmenter, même si tu ne veux pas.
Donc, c'est très spécifique. Puis la raison pour ça, c'est pas compliqué. Tu regardes, quand tu te blesses, ben, tu produis de l'inflammation. Il y a des facteurs inflammatoires qui sont sécrétés. Puis, littéralement, le peptide reconnaît ces facteurs-là, puis là, il se concentre où ces facteurs-là se trouvent. Donc, le peptide se promène partout dans le corps, puis, puis à un moment donné, il dit, oh, ici, il y a de l'inflammation. Donc, il se concentre là pour faire ce qu'il y a à faire. Hmm. Puis, c'est un petit peu le modus operandi là, des peptides. Voilà. Ouais. Puis, ce qu'ils font, Puis, ouais. c'est des molécules qui signalent. Ils envoient des signaux aux cellules. Donc, que ce soit réparer ou augmenter ou diminuer ça. Donc, c'est pour ça que même en très, très petite dose, on parle de microgrammes souvent. C'est pas souvent qu'on monte dans les milligrammes. Des très petites doses sont si puissants parce que ce n'est pas l'effet direct, mais c'est qu'ils envoient un signal. Puis le signal, c'est de faire quelque chose qui a un gros impact. Mm-hmm. Puis, il y a combien de, tu sais, des peptides, il y en a combien à ta connaissance qui sont disponibles sur le marché et tout ça? Disponible? Comme... Ben, écoute, OK, on va partir d'en haut. On en connaît, c'est combien? 250 000, je pense. OK, quand Ou on même. estime qu'il y en a 250 000 qui circulent dans notre corps. Oh, shit. On en a isolé ou identifié à peu près 7 000. Mais de ces 7 000-là, on ne sait pas tout ce qu'ils font. On sait qu'ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas. De ceux qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, il y en a juste quelques centaines, il n'y en a pas beaucoup. À chaque mois, il y a des nouvelles études. Puis souvent, ces nouvelles études-là, ce n'est pas qu'ils ont trouvé un nouveau peptide. C'est qu'ils savaient qu'il existait, puis là, là, on sait qu'est-ce qu'il fait. On a fait ces expériences-là, puis ça stimule ça, par exemple. Mm. Puis dans la vie de tous les jours, il y en a peut-être une centaine qui sont utilisées maintenant. Puis Oh, sur la mais... centaine, il y en a qui sont obscurs, là, qui sont extrêmement, extrêmement spécifiques. 99,9% des gens n'auront jamais besoin. Là. Okay. Là, c'est vraiment des applications médicales très, 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 très spécifiques. J'ai une compagnie qui en fabrique, puis on en a sur le marché plus de 60 maintenant. Là. Mm-hmm. Mais il y en a que... Non. C'est pas qu'il n'y a pas un marché, c'est que le marché est extrêmement petit. Il y a très, très peu de gens qui ont besoin spécifiquement de certains de ces peptides-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans les 60, mettons, ils ont toutes des actions différentes. Puis... Ouais. Okay. Ben, ça dépend. Il y en a 4 qui sont dérivés d'un 5e. C'est que le thymosin bêta-4 le thymosin bêta-4, j'aime le décrire comme un porte-clés qui a plusieurs clés dessus, puis chaque clé a une activité très différente. Ça fait qu'il y a des études qui ont été faites puis où ils ont fractionné le thymosin bêta-4. Donc, ils ont isolé les clés pour voir chaque clé. Puis, ils ont trouvé 4 fractions du thymosin bêta-4 qui ont des activités très spécifiques, qui sont communes avec le bêta-4, mais qui sont spécifiques. Par exemple, il y a une fraction qui est anti-inflammatoire, puis anti-fibrotique. En plus, j'ai une couple d'autres affaires, mais cette fraction-là ne répare pas les tissus. Donc, dans un contexte clinique, ben, ça peut être utilisé si tu veux uniquement l'anti-inflammatoire ou l'antifibrotique, mais tu n'as pas besoin des autres activités. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi pas utiliser la plus grosse molécule? Parce que c'est une question aussi de finances, si on peut dire. C'est que le thymosin bêta-4 a 43 acides aminés. Donc, ce qui donne un poids moléculaire, puis ceux qui se rappellent leur chimie du secondaire, là, le poids moléculaire te donne tu as un nombre de molécules par milligramme. Donc, plus la molécule est grosse,
Donc, tu vas avoir moins de molécules par milligramme. C'est clair. Pour faire des chiffrons, mettons que dans 1 milligramme de thymosin bêta-4, tu as 100 molécules. 100 000 ou 100 millions, là, peu importe, mais on va prendre 100. Donc, puis que le poids moléculaire, c'est 4000 ou je ne sais pas quoi. On va mettre 1000, un chiffre rond, d'accord? Maintenant, si tu prends la fraction qui a seulement l'effet anti-inflammatoire, puis on sait, elle pèse 10 fois moins. Donc là, tu vas avoir 1000 molécules par milligramme au lieu de 100, ce qui va le rendre, pour l'effet anti-inflammatoire et antifibrotique, 10 fois plus puissant par milligramme. Donc, pour avoir un effet équivalent, tu en utilises 10 fois moins. OK. Puis ils sont à peu près au même prix, donc ça va te coûter 10 fois moins cher. Okay. C'est uniquement cet effet-là que tu veux. La même chose pour... Il y en a une autre fraction, le 1723, la fraction qui, elle, est beaucoup plus spécifique au niveau de la réparation elle-même du tissu. Donc, puis, elle est 8 fois plus légère. Donc, tu en as besoin de 8 fois moins pour avoir le même effet de la pleine molécule. Ça te permet soit de faire deux choses, ou soit d'isoler des effets, ou de spiker un effet, où là, tu travailles quand même avec la molécule complète parce que tu veux tous les effets. Mais si c'est au début d'une blessure où là, l'inflammation est beaucoup plus importante qu'au milieu ou vers la fin, ben là, tu peux spiker les premiers jours avec le fragment qui est anti-inflammatoire. Puis après quelques jours que là, tu as vraiment aplati l'inflammation, que là, tu tombes vraiment dans la période réparatrice, ben là, tu peux spiker avec la fraction réparatrice. Puis, ça te donne des outils un petit peu pour jouer sur ce que tu veux faire. Ça, ben, il faut vraiment avoir l'avis d'un. Je sais pas, tu travailles comment ça? Moi c'est des opinions, c'est pas des conseils Ouais, non, médicaux que c'est. je donne. Là. Non, Mais exact. j'explique comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, Quand c'est tu es ça. rendu là, c'est important de parler à un thérapeute qui contrôle ça. Là. Pas que c'est dangereux, mais pour en retirer les plus grands bénéfices possibles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que des fois, les gens qui écoutent ça, le but, c'est pas de se garrocher là-dedans puis d'essayer un peu n'importe quoi. Il faut toujours consulter des spécialistes, tout ça. Puis justement, parlant de ça, vois-tu de plus en plus d'intérêt envers les médecins québécois? Oui, Ou au Québec, au Canada, l'intérêt est immense, mais ils sont très limités dans leurs actions. C'est ça le problème. Combien de médecins que j'ai rencontrés, que j'ai vus, que ça les intéresse, mais ce n'est pas approuvé encore pour usage humain. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ont juste les ordres médicaux ici. Ils sont très restrictifs. C'est normal, c'est leur pain puis leur beurre. Ils ne veulent pas perdre leur licence. Aux États-Unis, par contre, il y a beaucoup d'États où les lois sont beaucoup plus permissives à ce niveau-là. Donc oui, ça leur permet de les utiliser. Et puis, à cause de ça, justement, c'est devenu aussi populaire là-bas. Mais là, c'est trop populaire. Donc, les compagnies pharmaceutiques n'aiment pas ça. Ils font du lobbying. C'est de plus en plus difficile maintenant pour un médecin aux États-Unis d'en regarder, utiliser. Okay. Donc, puis c'est pour ça, il y en a beaucoup maintenant, ils regardent à déplacer leur pratique outre-mer, là, dans les Caraïbes, au Mexique ou tout ça, là, pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils sont pas bons puis ils vont au Mexique, là, parce qu'ils. Non, c'est le contraire. Ils sont trop bons puis ils peuvent pas rester là à faire ce qu'ils font. Un peu ce qu'on voit avec les traitements avec cellules souches, par exemple. Il y a beaucoup de traitements qui ne sont pas permis au Canada, aux États-Unis, mais tu vas au Mexique, tu vas dans les pays d'Amérique latine. C'est des médecins nord-américains qui traitent, mais ils n'ont pas le droit de le faire, ni aux États-Unis, ni au Canada. Ah ouais. Parce que là, présentement, c'est comme zone grise. C'est légal, mais en même temps, comment tu décrirais ça? Tout le monde des peptides. C'est légal. C'est légal dans le sens que tu n'iras pas en prison, on n'est rien pour ça. Ce n'est pas un crime de les utiliser.
C'est juste pas approuvé. C'est OK. la seule chose. C'est pas approuvé par Santé Canada pour usage humain. Pour la simple raison que c'est injectable, donc il Mhm. faut qu'ils donnent l'approbation. Euh, mais là, on travaille sur ça là, avec un petit groupe de médecins, un en particulier en Californie. On va ouvrir une clinique. Puis ça, c'est un gros avantage parce que c'est pas en Amérique latine, c'est en Europe. C'est un petit pays, mais quand même, c'est l'Europe, c'est la Lettonie. OK. Puis là, on a tout présenté les papiers là pour que les peptides soient acceptés pour usage humain. Puis il semblerait qu'ils sont dans le. C'est des fonctionnaires, là, c'est pas du temps. Mais ils sont dans le processus de dire oui. Puis il paraît que ça va passer. Puis on a la même chose à Dubaï aussi maintenant, là, c'est en train de se travailler. Ça fait que c'est un début. Là, si Ouais. tout va bien, on va avoir 2 pays qui ont dit oui, c'est accepté comme usage humain. Ça fait que là, tranquillement, ben, ça permet d'arriver dans d'autres pays, ici, au Canada, par exemple, puis dire bon, ben écoutez, alors on ne serait pas les premiers, c'est déjà accepté là-bas. Ça incite à considérer. Là, Mhm. donc, c'est un long processus, mais c'est en train de se faire. On peut espérer que Ouais. bientôt, relativement Mhm. bientôt, là, ça va être plus facile d'avoir OK. accès. Parce que ça fait combien de temps qu'on connaît, qu'on est capable d'isoler des peptides, puis d'en fabriquer, puis c'est-tu Depuis relativement les nouveau? années 80, les OK. méthodes étaient beaucoup plus crues à l'époque, beaucoup plus difficiles, mais ça fait quand même, dans les années, il y a des études de synthèse, puis d'études sur les peptides qui datent des années 80. Il OK. y en a qui sont plus vieilles encore, parce que il y a une branche des peptides, si on peut dire, qui a commencé en Russie il y a 50 ans. C'était pendant la guerre froide. Gorbatchev ou je ne sais pas qui, il a demandé à son armée, à des médecins, ils ont dit il leur a donné le mandat de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour améliorer la performance des soldats. Puis il y a un médecin en particulier, Cavinson, que littéralement, c'est le père des peptides. C'est lui qui a découvert il y a 50 ans des très petits, 2, 3, 4 acides aminés, sont très, très petits. Il a découvert ces peptides-là avec d'énormes activités physiologiques. De fait, on les appelle biorégulateurs. C'est une classe de peptides. C'est lui qui les a nommés comme ça initialement. Puis, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, si on peut dire, c'est qu'on sait où est le récepteur, comment il travaille. Puis, c'est assez extraordinaire quand on y pense, puis on regarde. C'est que ces peptides-là sont assez petits, qu'ils s'introduisent à l'intérieur de la cellule, ils s'introduisent à l'intérieur du noyau, puis finalement, ils s'introduisent à l'intérieur de la chaîne d'ADN. Oh shit, Littéralement, ils ouais. se collent à la chaîne d'ADN à des endroits très spécifiques, dépendamment c'est lequel. Puis en se collant là, ils provoquent visuellement une sorte de dilatation de la chaîne d'ADN dans cette zone-là, ce qui augmente l'expression des gènes qui se trouvent dans cette région-là. L'expression, puis avec les années, on s'est rendu compte de l'expression positive. Donc, littéralement, c'est de l'épigénétique, c'est de la manipulation épigénétique à la source. Là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça va directement sur la chaîne d'ADN. Puis l'effet se produit là. Puis il y en a peut-être une trentaine qui existent. Puis ça a commencé avec des extraits d'organes. En Ah fait, ouais. par exemple, sûrement, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'épitalon, qui est un de ces peptides-là. On le produit, on les produit tout naturellement, qui viennent de la glande pituitaire. Puis, on lui a découvert des effets anti-vieillissement incroyables dans les études humaines. Il est estimé que ça a le potentiel d'allonger la vie de 20 à 30 ans. Ouais. Quand on regarde les études qu'ils ont faites chez des humains sur les taux de mortalité, puis c'est des études
longue, là, 6 ans ou 12 ans, ils se sont rendus compte d'une diminution, puis chez des gens entre 60 puis 80 ans. Là. Puis en Russie, donc, tu sais que leur alimentation n'était pas idéale, du monde normal, là. Puis des milliers, ils ont fait ça sur des milliers de gens. C'était en Russie, communiste, ils leur disaient, vous faites ça, ils le faisaient. Il n'y avait pas de question. Des diminutions de taux de mortalité à la fin de l'étude, 67% moins des gens étaient morts versus le groupe contrôle qui ne prenait pas le peptide. Des augmentations. Ils n'ont pas regardé tous les marqueurs, mais tous les marqueurs qu'ils ont regardés, c'est-à-dire densité osseuse, rétention de masse musculaire, système immunitaire, je ne me rappelle plus des détails, là, mais ils ont regardé 8 ou 9 marqueurs comme ça. Puis ils se sont rendus compte que tous ces marqueurs-là revenaient à des niveaux youthful, des niveaux de quelqu'un qui est jeune. Très, très puissant. Puis on parle de doses de microgrammes par jour, là, même pas de milligrammes, pris 2 fois par année pendant 10 jours. Puis c'est documenté, ça a été répété, ça s'est répété comme effet. Donc, l'épitalon, c'est un. Il y en a un autre qui travaille sur le système immunitaire. Non, le système immunitaire, il y en a 3. Il y en a 2 pour le foie, il y en a un pour le cœur. Donc, qui ont ces effets-là régénérateurs, si on peut dire, sur différents organes. Il y en a encore qui se vendent, on peut les avoir seulement en extrait d'organes, parce qu'on sait que ça fonctionne, on sait que ça cause un peptide, mais on ne sait pas c'est lequel exactement. Qu'on sait c'est lequel, il y en a 18. Ouais, 18. Donc, il y en a 2 pour les poumons, rapidement. Il y en a un pour le cerveau, un pour le système nerveux. Bon, voilà. Ah ouais. Donc, Comme ça, ça c'est va une être. Ouais. c'est une catégorie à part, mais c'est très, très passionnant. Parce que c'est pas juste pour les athlètes aussi. De plus en plus, c'est des gens qui sont intéressés. Anti-vieillissement, c'est un peu un terme désuet parce que, on ne sait pas vraiment s'ils vont vivre plus longtemps. Là. Quand ça a commencé, on ne sait pas encore, ils sont encore tous Ouais, vivants. c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. À moins qu'ils se soient fait rentrer dedans dans un camion. Là. Mais Mhm. ça fait que c'est dur à évaluer ça. On voit chez les animaux que oui, il y a un net effet d'allongement de la vie. Est-ce que ça va se transférer chez les humains de la même manière? Ça, le temps va le dire. Mais ce qu'on voit maintenant, par contre, c'est une amélioration nette de l'état de santé chez les personnes vieillissantes. Mhm. Tu sais que l'espérance de vie est à plus de 80 ans maintenant, hommes et femmes, en Amérique du Nord, mais l'espérance de vie en santé est à 70 ans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une grosse différence. Donc, là, les gens, ils commencent à penser, ils disent, ouais, moi, ils disent, ça me fait rien de mourir à 80 ans, mais je veux mourir en santé. Puis, indirectement, tu ajoutes quand même des années parce que statistiquement, ces 10 dernières années-là, si tu es dans un fauteuil roulant ou tu es tout poqué ou tu as l'Alzheimer, qui veut vivre de même pendant 10 ans? La vérité, non, tu veux vivre. Tu veux dire, OK, 80 ans, moyenne, je suis content avec ça, mais je veux vivre chaque jour jusqu'à la fin, bien en forme. Mhm. Il y avait même un type qui a fait un TED Talk, ça, j'ai toujours ri. Lui parlait de vivre jusqu'à 120 ans, qui est la limite historique, si on peut dire, là, même biblique. Puis lui, il disait, imaginez, on vit jusqu'à 120 ans en pleine santé. Ça fait que là, il dit, imaginez, vous allez prendre un lac, vous allez faire du ski nautique, vous avez 100 ans, tout va bien. Le soir, vous revenez chez vous, vous avez un petit peu mal aux genoux. C'est normal, vous n'avez plus 90 ans. Mhm. Ouais, Ouais. c'est ça maintenant que les gens recherchent, c'est d'être pleinement fonctionnel et en santé avec toute leur tête le plus longtemps Mhm. possible. Donc, Mhm. puis ça, c'est possible. Ça Mhm. c'est fait maintenant. Mhm.
Ça va être intéressant de voir aussi comment ça va évoluer dans les prochaines années. Parce que tantôt, je te posais la question, ça fait combien de temps que c'est étudié puis qu'on a découvert les peptides? Ça fait quand même longtemps, mais en même temps, c'est quand même relativement nouveau C'est dans l'histoire humaine, oui, c'est C'est ça. extrêmement. Puis là, c'est qu'il y a un attrait. Ça a toujours existé, surtout les super riches, là. Mhm. Ils ont toujours investi là-dedans. Mais tu sais, il y a 100 ans, ils pouvaient mettre l'argent ce qu'ils veulent dans, je sais pas, moi, du jus de crapaud ou n'importe quoi. Ça ne marchait pas. Ouais. Là, c'est des produits, pas seulement les petits, il y a d'autres classes de produits aussi qui fonctionnent très bien. Là, ils voient que ça marche. Ça fait que là, il y a d'abord, tu sais, les billionnaires, là, ça va trop bien leur affaire, là, ils ne veulent pas mourir. Ouais. Ça fait que littéralement, il y a des billions de dollars qui sont investis dans la recherche dans ce milieu-là. Puis ça fait débouler les choses d'une manière incroyable. Mhm. Je pense que Ah, c'est ça. c'est Bezos, là, il est sur un trip là, de. Je sais pas si vous avez vu les photos quand il a commencé Amazon, c'était le petit nerd là, dans son garage. Là. Là, il est en train de se faire sa transformation vers le mâle alpha. Là. Ouais. Ouais. Puis, avec tout ce qu'il peut, puis je pense qu'il a investi quelques millions justement dans cette recherche-là. Bill Gates Ouais. aussi. Ouais, Sont c'est tous, des personnes qui ont les sont, ressources. Puis qui... ils ont les ressources, sont là-dedans. Hey, Ouais, good. à suivre. Ouais. Puis ça, on rentre un peu dans une autre catégorie, là, d'autres classes de produits, justement. Mm. Puis je veux terminer le podcast avec ça, Jeff. Là. Euh, les fameux SARMs, Ah, c'est une autre catégorie de produits, surtout utilisés pour, en tout cas, la clientèle, on va plus se restreindre à la clientèle des gyms. Ils l'utilisent beaucoup mm-hmm. pour prendre la masse musculaire, essayer d'augmenter leur force et tout ça. Puis, on peut expliquer un peu comment ça fonctionne, puis c'est quoi vraiment, parce que souvent, il y a des gens Ben, pour le qui mettre. arrivent et ça a été déformé bien raide. Là. Les SARMs, c'est comme un. Là, qui m'arrivait des fois, c'est un testo booster, blablabla. Tu sais, Ouais, non, 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 non. Pour mettre les choses claires, on va. SARMs, c'est pour Specific Androgen Receptor Modulator. Donc, c'est hmm. un modulateur des récepteurs androgènes, donc qui répondent à la testostérone, puis spécifiques, qui sont très spécifiques au tissu musculaire, au tissu osseux. En comparaison, la testostérone ou les anabolisants, c'est des ARMS. C'est des androgenic receptor modulators, mais qui ne sont pas spécifiques. Donc, on a des récepteurs ou des androgènes partout dans le corps, le cerveau, le système nerveux, tous nos organes ont des récepteurs aux androgènes. Donc, souvent, puis les anabolisants ont été démonisés pour ça parce qu'ils ont énormément d'effets à cause de cette affinité-là avec des récepteurs où on ne veut pas un effet, où on ne voudrait pas un effet. Donc, ça entraîne énormément d'effets secondaires indésirables. Avec les SARMs, à cause de leur spécificité, là, on a monté d'une notch, puis c'est pour ça qu'ils ont été développés, justement. Le but premier, c'était pour être utilisé chez les personnes âgées pour remplacer la testostérone et les anabolisants qui, oui, des fois sont utilisés comme anticataboliques pour les personnes âgées qui perdent la masse musculaire. C'est qu'ils se sont rendus compte que c'était des produits qui, à ce niveau-là, produisaient le même effet avec beaucoup moins d'effets secondaires, d'effets indésirables. J'ai eu l'argument souvent, ouais, mais c'est des molécules qui sont nouvelles, on ne sait pas encore à long terme, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, non, ce n'est pas des molécules qui sont nouvelles, c'est des molécules qui existent depuis presque aussi longtemps que les stéroïdes. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié une molécule qui existait depuis des décennies, qui était un anti-androgène. Donc, il y avait une très forte activité qui est très forte affinité avec les récepteurs androgéniques, mais il les inhibait. En se collant dessus, il bloquait l'activité du récepteur.
Ça fait que là, c'était utilisé, par exemple, quand on parle de castration chimique, ben, c'était avec ça, c'est un des produits qui était utilisé pour castrer chimiquement, c'est que tu donnes un anti-androgène, donc plus d'effet androgénique, inclus au niveau du cerveau, la libido baisse, tout baisse. Ils pensent à régler le problème avec ça. Mais ça fait très longtemps que ça existe. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont modifié pour que cette molécule-là garde cette spécificité-là au récepteur androgène des muscles puis du système nerveux, mais que ça ne bloque pas le récepteur, que ça l'active. Donc, oui, on sait à long terme qu'est-ce que ça fait indirectement. Ce n'est pas une nouvelle molécule qui a été découverte comme ça par un chercheur fou. Là, ça fait très, très longtemps. Puis les SARM, il y a des études qui datent des années 90. C'est rien de nouveau. C'est juste que c'est devenu populaire dans les dernières années pour plusieurs raisons. L'accessibilité, surtout aux États-Unis, parce que c'est extrêmement pénalisé. Même la possession d'anabolisants, c'est classé de la classe 1, je pense, comme la cocaïne ou l'héroïne. Donc, les gens étaient un petit peu tannés d'aller faire 20 ans de prison pour des anabolisants. Ça, ils ont comme cherché des alternatives, puis ils ont redécouvert ça, si on peut dire. Puis, ouais, ça fonctionne bien. Ils ne sont pas dépourvus d'effets secondaires. C'est toujours le point de vue. Si quelqu'un qui n'en a jamais pris va voir des effets secondaires. Quelqu'un qui a pris des anabolisants, puis il va prendre les SARMs, lui, tu sais, c'est le point de vue est différent. Il va dire non, il n'y a pas d'effet secondaire avec ça. Ça dépend un petit peu, mais facilement, tu peux parler, parce que c'est pas efficace à 100%, tu sais, le fait, la spécificité, là. Mm-hmm. Donc, mais je dirais au moins 90%. Donc, il y a quand même un petit 10%. Si quelqu'un qui prend des anabolisants, ben après un mois, son visage ressemblerait à une pizza à cause des boutons. Ben, avec les SARMs, peut-être il va avoir peut-être 3 petits boutons de rien. Ouais, mais ça. encore là, c'est une question de point de vue. Quelqu'un qui n'a jamais rien eu, qui n'a jamais eu de boutons, ben là, il va freaker, là, les boutons. Ouais. Celui qui avait l'air d'un champ de tomates, ben lui, il va être content de cette énorme diminution-là dans cet effet-là. Donc, ceux qui vont vous dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, puis ceux qui vont vous dire qu'il y en a, ça va dépendre beaucoup de leur point de vue, d'où ils viennent, C'est c'est ça. quoi leur background. Exact. Parce Au que, tu sais, niveau du foie, par exemple, il y a des augmentations des enzymes hépatiques, oui, mais c'est pas pathologique, c'est-à-dire que c'est pas dû à un problème de foie. C'est dû au fait que tu prends un médicament. Donc, ça, je l'ai entendu souvent des gens qui en ont pris, ils sont allés voir leur médecin, oh, les enzymes hépatiques sont hauts. Prends-tu quelque chose? Ils disent oui, je prends ça. Ah, ils disent OK, pas de problème. Parce que c'est pas pathologique. C'est augmenté parce que tu prends quelque chose, puis c'est métabolisé. Donc, c'est pas un problème en soi. Ça peut monter ce qu'ils appelle le mauvais cholestérol. Ça, c'est si vous adhérez à la théorie du mauvais cholestérol. ouais. Puis encore là, ça n'a pas été déterminé quelle fraction était vraiment augmentée, donc ça demande certaines études. Mais oui, quelqu'un qui en prend éventuellement peut voir ses taux de cholestérol monter. La tension artérielle aussi, je pense. Ah non, ça, je ne l'ai pas Non? vraiment vu. Non, OK. pas vraiment. OK. Ou pas de manière inquiétante. Hmm. Vraiment. Hmm. Mais tu sais, c'est ça aussi avec les effets secondaires. Tu sais, souvent, les gens vont prendre ça, puis les effets secondaires, des fois, il faut tout le temps que tu aies un check-up avec le médecin, si tu as accès à des prises sanguines. Là, il faut être capable Exactement. de le voir aussi, tu sais. Tout le monde réagit de manière différente. Tu sais, quand C'est on ça. parle des athlètes qui ont une génétique supérieure, c'est pas Ouais. juste le muscle, par exemple, qui grossit plus facilement. Non, c'est tout. C'est un meilleur système nerveux, c'est un meilleur foie, des meilleurs reins, meilleur système digestif. Puis tout ça mis ensemble, ça leur permet de faire ce qu'ils font. Tu sais, un autre Hmm. gars va faire la même chose,
Puis en dedans d'un an, il va être à l'hôpital parce que son foie ne le supporte pas ou son système nerveux, il va crasher. Quand on parle de la génétique d'un athlète, c'est vraiment global. C'est pour ça qu'il y en a 1 sur 1 million, là, parce que c'est beaucoup d'éléments qui concordent dans une direction. C'est pas facile à obtenir tout ça. Ta répartition de récepteurs androgènes, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des hauts taux de testostérone ou de DHT, puis qui ne perdent pas leurs cheveux, puis qu'il y en a qui ont des bas taux, puis ils perdent leurs cheveux. C'est pas les niveaux qui sont importants. Est-ce que tu as beaucoup de récepteurs au DHT dans le cuir chevelu ou pas? Fait que si tu as beaucoup, beaucoup de récepteurs, ben même avec des petits niveaux, ils vont être activés, puis tu vas perdre tes cheveux. Si tu n'as pas beaucoup de récepteurs, ben tu peux prendre tout ce que tu veux, puis il n'y a rien qui va tomber. Parce que les récepteurs ne sont pas là pour recevoir les hormones. Fait que c'est tout ça, en gros, qui fait qu'un athlète est une génétique. chanceux, là, voilà, qui a une génétique. C'est pas pour dire aux gens, entraînez-vous pas ou faites rien. Là. Il y a toujours de la place à l'amélioration. Mais on regarde, mettons, le 20% au top. Là, c'est ça. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est comme dans n'importe quoi aussi. Là, le poison est dans la dose de 1. Voilà. Fait que, puis c'est tout le temps, comme tu dis, c'est un bon point, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est quoi ton parcours? Tu te compares à quoi? Quelqu'un qui n'a jamais rien pris, c'est sûr que ça peut-être... Lui va venir, oh boy, oui. Il va avoir des effets secondaires, autant sur la prise de masse musculaire, puis tout dépendant des catégories, de la sorte que tu prends. Quelqu'un qui a déjà fait des stéroïdes anabolisants qui tombe avec ça, ça, je veux dire, ouais, ça fait, mais pas tant que ça. Tu sais, fait que c'est tout le temps une question de point de vue. Exactement. D'où tu viens, puis qu'est-ce qu'il y a avant, puis ça va déterminer ton point de vue sur le produit. Puis ça, c'est un problème qui a. Ben, pas un problème, une situation. La même chose avec les peptides. Souvent, il y a des opinions qui sont données sur les peptides, sur les SARS, mais qui viennent d'une culture de culturistes. Donc, eux, ils se basent sur ce qu'ils connaissent des anabolisants, puis ils l'appliquent à ces produits-là. Puis, pour certaines choses, oui, mais beaucoup de choses, non. Tu ne peux pas l'appliquer parce que ce n'est pas la même chose. Donc, je parle de cycler. Un exemple typique, ça serait cycler. Ben, pourquoi les gens cyclaient les anabolisants? Ben, c'est pas compliqué. C'était pour mitiger les effets secondaires à long terme. Il fallait qu'ils prennent des breaks pour donner un break au foie, aux reins, à leur propre système. Parce que quelqu'un qui prend de la testostérone ou des anabolisants, ben, à cause qu'il y a un apport extérieur, ben, la production naturelle diminue. Ça fait que quand tu arrêtes les anabolisants, si tu le fais trop longtemps, ça peut devenir chronique. Même quand tu arrêtes, c'est très difficile à repartir ou il y a des causes, ça ne repart pas. Donc, ils arrêtent relativement fréquemment pour repartir. OK, tout est beau, ils font un autre cycle. Avec les SARMs, tu vois, il y a une diminution des sécrétions de testostérone naturelle quand tu prends des SARMs. Ça fait que là, les culturistes, ils ont associé avec les anabolisants, puis on dit, donc ça inhibe la sécrétion. Non, c'est pas vrai. Parce que ce qui provoque la sécrétion de testostérone dans les testicules, c'est la LH, que les femmes ont aussi là, pour les androgènes. Puis ils se sont rendus compte que si tu fais des tests de sang, puis tu mesures les taux de testostérone, puis les taux de LH, les taux de testostérone, oui, vont baisser, mais pas les taux de LH. Donc, les testicules continuent à être stimulés, puis oui, ils continuent à produire la testostérone. Mais ce qui se passe, puis c'est pas le seul, les SARM font ça, mais il y a d'autres médicaments qui ont démontré qu'ils faisaient ça aussi, c'est qu'ils diminuent la quantité de SHBG dans le sang. C'est une protéine qu'on a dans le sang qui est une globuline, qui est une sorte de buffer pour la testostérone. Donc, tu as de la testostérone libre en circulation, puis tu en as une quantité qui est attachée à cette protéine-là. Puis quand tes niveaux de testostérone libre diminuent,
ben là, cette protéine-là en libère. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que c'est un buffer, là, ça permet de maintenir des niveaux relativement stables, malgré qu'il y a des Ah, cycles, mais ça les maintient relativement stables. Donc, si tu prends un médicament comme les SARMs qui diminue ce buffer-là, ben, rapidement, tu vas éliminer ta propre testostérone. Donc, tes taux sanguins vont être bas. Puis si tu ne vois pas le pourquoi, tu vas penser que c'est à cause d'une inhibition quand il n'y a pas eu d'inhibition. Puis tu vois, ça, c'est une erreur que ceux qui viennent avec un background de culturiste font. Ils disent, ah, il y a inhibition, donc quand tu arrêtes un cycle de SARMs, il faut que tu prennes des produits pour repartir ta testostérone. Tu peux prendre tous les produits que tu veux, ça ne repartira pas parce que ce n'est pas ça le problème. Puis, naturellement, ça revient rapidement. Cette globuline-là, dès que c'est pas hormonal, dès que le médicament est arrêté, je parle en général encore, parce que ce n'est pas seulement les SARMs qui font ça, les taux de globuline reviennent à la normale en 2, 3 semaines maximum. Sans ok. rien faire. C'est juste par Ok. homéostasie normale. Là. Fait que quelqu'un qui a arrêté d'en faire, il est mieux de comme tout simplement arrêter puis se laisser 2, 3 semaines. Puis Voilà, voilà. Puis ça pas revient faire tout de seul. fameuses relances ou tout. Non, c'est vraiment pas nécessaire. Puis ça ne fait pas de différence. Ils peuvent la faire s'ils veulent, mais ça ne va rien faire. Ok. Puis s'ils font une relance, de toute manière, ça prend 2, 3 semaines, vraiment à ce que ça, minimum. Ça Mhm. commence à revenir normal après 2, 3 semaines. Donc, le temps va être le même. Mhm. Ils vont refaire la relance, puis après 2, 3 semaines, là, ils vont dire, ah ouais, là, les taux reviennent, ils vont penser que c'est à cause de la relance. Non, tu ne fais Mhm. pas la relance, puis la même chose va Mhm. arriver. Il faut faire aussi attention avec la qualité. Parce que je Ah sais qu'il y a ouais, bon, beaucoup. ça, c'est vraiment un autre thème important, là, mais ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des produits que, crime, tu payes ça pour des peanuts, mais finalement, il y a Écoute, beaucoup de contrôle. c'est Puis, des produits qui sont chers en partant. La matière ouais. première est très chère parce que c'est pas facile à synthétiser. Donc, c'est économiquement impossible de vendre un SARMS pas cher sans couper quelque part. Donc, tu coupes d'abord sur le contenu, puis souvent aussi sur la qualité même. Tu vas l'acheter de sources douteuses. Mhm. Ouais. Donc, non, c'est pas. Comme dans Mais n'importe quoi. c'est des C'est ça. choses qu'on se met dans le corps. Moi, je pense en Mhm. général, Ouais, il ça faut vaut la faire peine attention. de chercher la meilleure Ouais. qualité possible. Mhm. Puis, tu sais, aussi, c'est comme dans n'importe quel produit, puis tout ce qui est pour les produits pour la performance physique, la performance sportive. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que, puis on le voit souvent là, avec les réseaux sociaux, puis les jeunes qui commencent à l'entraînement, comme ils n'ont même pas 3 mois d'expérience en entraînement, puis ils commencent directement avec les SARS, puis ils sont bas âge, là, tu sais, comme Ouais, 18, 19, 20, 21. Écoute, moi, j'ai Internet. aucun. Tu sais, je suis Internet, ouais, c'est ça. Le fameux Internet, mais je juge pas. Moi, je juge personne, puis chacun est comme consentement libre et éclairé, mais le conseil que je veux donner aux jeunes, c'est comme. Sérieusement, là, je pense que faites-vous une base, commencez à bien manger, fonder des bases solides en entraînement. Après ça, puis éventuellement, quand vous allez atteindre un plateau, puis là, vous faites vos propres décisions, OK, vous pouvez essayer le produit, puis tout ça, là, mais moi, je pense que le monde veulent trop des alternatives vite, rapides, puis là, ils vont trop doser, ils vont en prendre trop longtemps, ils vont. Fait que faire des combinaisons de plein de produits différents sans jamais demander l'avis d'un expert et tout ça. Il faut faire Non, attention. puis le pire, c'est comme tu dis, c'est sans avoir une base solide. Ils ne se rendent pas C'est ça. compte. Ils pensent qu'ils perdent du temps, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en construisant une base solide, après ça, tous ces produits-là, les peptides inclus, si tu as une bonne alimentation, si ton système est sain, ils vont fonctionner meilleur. Donc, le temps que tu penses que tu as perdu à créer une bonne base, qui en plus va te rester beaucoup plus longtemps, ben, le temps que tu penses que tu as perdu, tu vas le récupérer après. Mhm. Parce que là, quand tu vas rentrer dans tout ça, ça va arriver plus vite puis mieux. Mhm. Donc, c'est pas vraiment une perte de temps. C'est comme tu dis, c'est l'idée de vouloir, je le veux puis je le veux maintenant. Bon, Mhm. ben, écoute,
Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, comme tu dis, tu le veux maintenant, tu vas peut-être avoir des résultats. Souvent, ça va être peut-être éphémère, ça va être, c'est comme, Ou des c'est comme dans problèmes de n'importe quoi. santé qui vont venir avec. Ouais, Parce que c'est si ça. ton état de santé n'est pas optimisé au début, ben, tu ouvres la porte à ce que ça Ah, cause plus mhm, de problèmes aussi. mhm, Et si ouais. tu bois de l'alcool toutes les fins de semaine, puis tout ça, tu vas au McDonald's, puis tu dis non, je prends ça, ça marche. Ouais, mais t'as une minute, là, l'alcool, ça. Écoute, quand tu es jeune, je ne dis pas que tu vas faire une cirrhose du foie, mais c'est que tu mobilises déjà ton foie lourdement pour métaboliser cet alcool-là. Puis là, par-dessus, tu lui mets un médicament qui a besoin d'être métabolisé par le foie. Ben là, tu as un problème de surcharge. Là, oui, tu crées un Mhm, problème de surcharge. La mhm. même chose avec la bouffe fast-food, qui est Transformé, pleine de ben ouais. gras trans, qui, au niveau du foie, écoute, il y a des maladies aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 50 ans chez les adolescents. Mhm, Le foie gras, écoute bien, le foie gras non alcoolique, c'est comme un foie gras qui, normalement, c'est en bas de 50 ans, personne n'avait ça. Maintenant, il y a des adolescents qui ont ça. oui. Le fructose est très mauvais pour ça, là, dans les Mhm, liqueurs et tout ça. mhm, Euh, Diabète de type 2 chez des adolescents, avant, encore là, c'était des maladies de vieux, tout ça. Là. mhm, Ça fait que si tu as un problème Moi, c'est un ami à moi, Pasquale, qui me l'a dit clairement. Il dit si tu diminues ou tu n'as pas de résistance à l'insuline, tout fonctionne meilleur. Tout. Ton entraînement va être meilleur. Tout ce que tu prends va fonctionner mieux. mhm, Euh, c'est dans le cadre de ce que tu dis, créer une base, un corps sain, puis après ça, travailler à partir de ça, tout mhm. va tellement mieux fonctionner. Ah ouais, c'est ça. Puis ça, je le vois trop souvent, là, des jeunes, comme tu dis, partir malbouffe parce que c'est comme on porte pas trop attention à ça, de l'alcool la fin de semaine, puis après ça, ben, ils veulent se mettre en shape pour Mm. sortir la fin de semaine. Fait que là, ils Après prennent des ça, peut-être produits. qu'ils vont être surpris puis ils vont avoir atteint des résultats qu'ils voulaient finalement sans rien avoir prendre. Tu sais, juste avec un petit peu de Ah, patience, parce que souvent, ah ouais. c'est pas tout le monde qui veut aller au Monsieur Olympia, par exemple. Mhm, Mais tu sais, le beach look puis tout ça, c'est facilement atteignable sans rien prendre, avec un bon mhm, entraînement, un bon encadrement d'entraînement, de mhm, nutrition. mhm. C'est pas sorcier, là. Je pense que Ouais, la science sur ça est pas mal c'est assez contrôlée, évident. là. Ouais, Ben, exact. c'est ce que tu fais. Exact. Ça, c'est ma job. Écoute, Jeff, c'était vraiment cool. Merci de nous avoir éclairé un peu sur. On aurait pu en parler bien longtemps, puis on est allé en ça en surface, puis le but, c'était juste d'expliquer c'est quoi, puis tu es beaucoup là-dedans dans ce domaine-là. Là. Fait que je pense que tu étais vraiment la bonne personne pour nous jaser de ça. Fait que merci d'avoir pris le temps. Non, ça Puis fait c'était très vraiment apprécié. plaisir. Yes. Il y a d'autres personnes qui auraient pu le faire, mais je pense qu'ils ne parlent pas français. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que une bonne ressource québécoise. Voilà, Merci. local. Yes, merci, Hey, Jeff. non, c'est mon plaisir. Hein? Yes. All Allez. right. Bye. Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.